Bonsoir à toutes et à tous. Nous revoilà, nous sommes repartis pour un tour pour 8 mois, pour cette année jusqu'au mois de juin 2017, l'année 2017. Nous sommes contentes de vous retrouver, les téléspectatrices et les téléspectateurs de Zouk TV. Et nous remercions encore l'équipe de Zouk TV de nous accueillir et d'être là à côté de nous pour notre émission Femmes Ouvezure. C'est le 19e, la 19e émission. C'est un défi, une gageure, et on s'en félicite. Alors aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Digna Bobby, qui est présidente de la FCPE, qui est une association de parents d'élèves, qui va se présenter tout à l'heure. Nous avons toujours avec nous Huguette Bellemare, qui est Huguette qu'on ne présente plus, et Sylvie Javaloyès, une militante de culture égalité comme Huguette. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par notre rubrique Quand et Quand. Nous avons plusieurs rubriques aujourd'hui, Quand et Quand, c'est-à-dire tes filles et tes garçons qu'a monté Quand et Quand, c'est-à-dire c'est pour une éducation non sexiste. Et notre deuxième rubrique qui est Droit Femme, comment nous allons instruire, éduquer, former les femmes sur leurs droits et sur tout ce qui peut conditionner la vie des femmes, ce qui va et tout ce qui nous opprime, enfin, à amener les gens à prendre conscience de tout ça. La troisième rubrique que nous aurons aujourd'hui, c'est Oliron Latte. Et puis, nous allons parler un petit peu des projets. Mais tout d'abord, nous allons surtout parler de notre actualité de culture égalité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la rentrée? Nous avons fait plein de choses depuis la rentrée. Alors, bien entendu, comme chaque année, nous sommes mobilisés sur une question essentielle, sur un événement essentiel, qui est l'insurrection du Sud, et sur Lumina Sophie. Nous avons commencé, et chaque année, depuis l'année dernière, pour cet événement sur Lumina Sophie, nous avons associé une femme de la Caraïbe. L'année dernière, nous avons associé Toto Bissette, Suzanne Roussy-Césaire, et nous avions aussi des femmes haïtiennes qui étaient là avec nous. Et cette année, nous avons associé Flore Gaillard, qui est une Sainte-Lucienne. Tu connais Flore Gaillard? J'en ai entendu parler. Oui, et beaucoup de gens ne la connaissent pas. Alors donc on va demander à Huguette si elle veut nous présenter Flore Gaillard. Nous avons organisé une conférence à Sainte-Luce et d'ailleurs nous remercions la municipalité de Sainte-Luce de nous avoir accueillis pour cette conférence. Oui, alors Flore Gaillard, on ne la connaît pas très bien, elle n'est pas très connue et de toute manière on ne connaît même pas son visage, on ne connaît pas, mais on sait que c'était... Il n'y avait pas de photo à l'époque. Hein? Il n'y avait pas de photo à l'époque. On sait que c'est une esclave qui a été violée par son maître, qui s'appelait Bellac. Cela se passe en 1793, pendant la période révolutionnaire en France. On sait que les Français et les Anglais se sont beaucoup disputés les Petites Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, etc. À cette époque-là, Sainte-Lucie est sous domination française, mais les Anglais tentent de la reprendre. Et donc, Flore a été violée par son maître, qui s'appelle Bellac. Elle va se révolter, elle va exécuter son maître, et elle va se réfugier dans les bois. Et de là, elle va rejoindre une armée composée de nègres marrons, mais aussi de Français révolutionnaires, d'Anglais déserteurs, qui a pour nom l'armée française des bois. Et elle va en devenir très rapidement une des chefs. Alors, pendant plusieurs années, avec ses troupes, elle va persécuter les esclavagistes, elle va dévaster les plantations, elle va empoisonner les animaux, brûler les plantations, etc. Et elle va surtout battre les Anglais à plate couture lors de la fameuse bataille de Rabaul en 1795, où il y a aussi l'armée républicaine française, le bataillon des Antilles, conduit par Delgrès et Pélage. Oui, donc on voit bien que nous voulons absolument mettre en évidence ces femmes, pas parce qu'elles ont brûlé, parce qu'elles n'avaient pas le choix en fait de le faire, et c'était une marronne, et donc elle s'est battue contre l'esclavage, et ça on tient absolument à montrer que l'histoire des femmes, il faut aussi l'écrire, parce que souvent cette histoire de la Caraïbe, cette histoire de la Martinique est écrite sans les femmes. Alors à côté d'elle, nous avons notre héroïne, qui Lumina Sophie. Vous savez que l'insurrection
direction du Sud pendant longtemps a été un événement qui n'a pas été du tout, qui est resté en silence, on n'en parle pas, on n'en parlait pas, et c'est depuis les années 70 qu'on a commencé à la raconter, à la faire connaître à la population. Alors, Sylvie, qui va nous parler un petit peu plus en avant de Lumina Sophie. Donc effectivement, donc Lumina Sophie, l'héroïne de la Martinique, en 1870, elle a 21 ans. C'est une jeune femme et en fait ce qui est important, c'est qu'elle est née juste après l'abolition de l'esclavage. Donc sa réaction, son militantisme, si on peut appeler ça comme ça, enfin sa révolte doit y être liée. Et en fait, elle prend fait et cause en 1870 contre l'injustice qui est faite à Lubin, qui a été agressé par un fonctionnaire métropolitain, qui lui-même a été exonéré en tant que fonctionnaire de ses actes. En fait, il n'a pas été condamné. Lubin s'étant vengé, lui a été condamné à de très fortes amendes et à de la prison, si je oui, c'est bien ça. Aller au bagne, et la population s'est soulevée contre cette injustice. Et Lumina a vraiment fait et cause, elle a pris très à cœur cette révolte, enfin cette injustice, et elle a tout fait pour entraîner avec elle la population. Elle a encouragé les gens à se mobiliser, etc. Elle s'est battue sur les plantations et on l'a décrit comme quelqu'un de vraiment avec une très forte personnalité, très organisatrice, etc. Et elle a du coup été aussi condamnée très durement, très lourdement en 1871 en fait, au bout d'une année. Elle a été condamnée au bagne, où d'ailleurs elle meurt, et finalement on lui reproche d'avoir été une femme forte et d'avoir été capable d'entraîner des hommes, des femmes à la révolte, et c'est plus ça peut-être. Enfin, c'est certainement un des éléments qui ont fait qu'elle a été condamnée aussi lourdement. Évidemment, elle est morte en Guyane, puisqu'elle vivait dans des conditions absolument effroyables. Et il faut aussi la commémorer parce que justement, c'est une femme qui a été une véritable actrice de l'histoire et d'un événement extrêmement important de l'histoire de la Martinique. Il faut ajouter qu'elle était enceinte et que l'enfant est mort quelques mois après. Elle a accouché avant d'aller au bagne. Donc, ce sont des choses. Alors, donc, on promet à nos téléspectatrices et téléspectateurs une petite vidéo qui sera un petit film sur Lumina Sophie. Ce sera dans les semaines qui viennent. Donc, vous aurez un document beaucoup plus complet. Et merci Sylvie pour rappeler cette histoire douloureuse, douloureuse de Lumina Sophie. Et il y avait aussi d'autres femmes avec elle. Madeleine Clem, Rosalie Soleil. Et donc cette marche que nous avons organisée, que vous allez voir, que vous voyez sur l'écran, cette année a été très dure, très dure, parce qu'il pleuvait énormément. Enfin, la veille, oui, c'est vrai. Il a plu pendant 2 jours. Mais c'est une marche exceptionnelle. C'est une certaine émotion d'être là et de sentir. On a l'impression qu'on est avec les insurgés dans cette campagne et jusqu'à Croix-Caudé. Et bon, tout le monde connaît un peu l'histoire de Caudé qui a été tenue en fait par Madeleine Clem. Donc voilà. Alors nous allons maintenant passer à notre rubrique Ti fille et ti garçon, Kamonté, Kante Kante. Voilà, donc pour cette rubrique Ti fille et ti garçon, Kamonté, Kante Kante, nous recevons aujourd'hui Dinia Bobi, qui est présidente de la FCPE. Alors Dina, dis-nous un petit peu ce que c'est que la FCPE, cette fédération des parents d'élèves. Depuis quand es-tu présidente ? Alors bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je suis Dinia Bobi, nouvellement présidente de la FCPE, Fédération des conseillers de parents d'élèves de la Martinique, élue cette année, le 18 juin de cette année. Et au sein de cette fédération, nous sommes un conseil d'administration, nous sommes surtout des parents bénévoles qui accompagnons les parents et les enfants bénévolement sur le terrain, au sein des établissements, dans des accueils aussi collectifs de mineurs.
Alors, quels sont les problèmes que rencontrent particulièrement les parents? Parce que, bien entendu, il y a d'autres associations de parents d'élèves qu'on aura l'occasion de recevoir. Il y a l'UPEM, il y a l'APEP. Mais dans cette fédération, parmi quand vous recevez les parents, qu'est-ce qui remonte comme préoccupation? Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que les parents vous ramènent? Et quels sont les problèmes que rencontrent les enfants, les éducateurs, les éducatrices qui sont autour d'eux? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce qui remonte énormément, c'est vrai, c'est face à l'actualité, hein, c'est le harcèlement, c'est le suicide, mais c'est beaucoup de violence. Beaucoup de violence au sein des établissements, que ce soit dans le premier ou le second degré, que ce soit entre les enfants, mais aussi avec les parents. Les enfants vivent des situations difficiles au sein de leur famille également, des situations conflictuelles aussi qui peuvent se vivre et se faire avec les enseignants. Les enfants et les parents nous remontent qu'ils ont l'impression que les enseignants ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas formés ou informés à accompagner ces enfants. Alors c'est vrai que cet accompagnement, pour nous, ce n'est pas uniquement scolaire, mais c'est un accompagnement social, une prise en compte sociale qui doit être faite et qui n'est pas souvent effective sur le terrain. Et nous essayons, par notre positionnement, par les rencontres que nous avons avec les enseignants, avec les parents, avec les enfants, de pouvoir sensibiliser, informer pour pouvoir permettre cette réussite, pas seulement éducative de l'enfant. Alors, tout à l'heure, avant l'émission, tu me parlais des problèmes, les constats par rapport aux élèves très jeunes dans le primaire et l'attitude souvent des jeunes garçons par rapport aux jeunes filles. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, on constate, et c'est très tôt, au primaire, l'attitude des jeunes garçons, une attitude violente envers les jeunes filles. Les petites filles, oui. Enfin, les jeunes filles, les petites filles, justement. Alors, on essaie de comprendre pourquoi. Je ne sais pas si on peut parler forcément de respect, parce que je ne suis pas formée à cela directement, mais on essaye de comprendre cette violence, cette attitude que les garçons ont envers les jeunes filles, qui fait que c'est assez brutal. Et les parents, quand ils sont interpellés, n'ont peut-être pas les bons mots, les bonnes attitudes, les bonnes informations aussi, pour pouvoir accompagner ces enfants et particulièrement ces garçons. Oui, ce que tu dis nous intéresse particulièrement, puisque à Culture Égalité, nous souhaitons, et notre vocation, enfin la mission que nous nous sommes donnée, c'est justement d'intervenir auprès des parents, d'où cette émission, cette rubrique Quand et ta présence ici, c'est d'interpeller les parents, de les accompagner aussi sur place, c'est-à-dire aller par exemple dans des établissements scolaires, sensibiliser les parents à la question de l'éducation non sexiste des enfants, comme on élève des petites filles, comme on élève des petits garçons. Et tout à l'heure, Huguette disait que c'est pas seulement une question de respect, voilà, mais que c'est... Je veux dire que le respect est réciproque, c'est oui, une question de respect humain. Les petites filles doivent respecter les petits garçons doivent respecter les petites filles. Il faut qu'ils se respectent l'un l'autre. Et évidemment, les garçons ne doivent pas abuser effectivement de leur force physique pour imposer quoi que ce soit aux petites filles, comme ça se fait très souvent. Mais même les petites filles aussi, on se rend compte que de plus en plus, elles, je ne sais pas si elles veulent ressembler entre guillemets aux garçons, mais elles s'imposent de plus en plus et il peut y avoir une certaine violence vis-à-vis de ça, parce que quand même notre projet éducatif, c'est quand même une certaine égalité, mixité, et on essaye de faire passer cette information, mais c'est un constat et nous avons vraiment envie de prendre ça au sérieux pour ne pas, parce que c'est dès les petites classes que c'est déjà identifié et qu'il faut accompagner, pas seulement les enfants, mais les parents. Les parents, mais en fait c'est surtout les parents, parce qu'en fait voilà, ces enfants reproduisent souvent des schémas, des choses qu'ils ont vues soit à la maison et qu'ils ont vues aussi souvent ils regardent la télé, les enfants regardent des feuilletons, des clips, des choses, et ils reproduisent exactement, et très tôt. Et d'ailleurs nous avons aussi parlé de la question de l'hypersexualisation
très très jeune, où les parents n'ont pas toujours conscience de ça, de la façon dont on habille les enfants. On en fait des espèces de petites poupées très sexy, des petites Barbie, et le regard que les petits garçons ont sur les petites filles, et là, le sentiment que les petites filles ont, elles ne savent même pas, et on les met déjà dans une situation d'adulte. Et donc il y a tout ce travail à faire avec les parents, et c'est ce travail que nous souhaitons faire aussi avec les parents. Et au collège, tu nous parlais aussi de la question du suicide, des tentatives de suicide, et particulièrement chez les jeunes filles. Voilà, tout à fait. Effectivement, on a vu l'actualité dernièrement, et dans les échanges que nous avons avec nos conseillers locaux, il y a une remontée sur ce suicide. Alors, il y a des chiffres qui montrent qu'effectivement, les adolescents, il y a une augmentation du suicide au niveau des adolescents. Mais même si on n'arrive pas à l'acte, il y a des jeunes filles particulièrement qui en parlent, qui voudraient, par rapport à des situations qu'elles vivent et qu'elles n'arrivent pas à gérer, pouvoir passer à l'acte. Et le seul fait d'en parler, on dit bien aux parents qu'il faut être à l'écoute des enfants. Vous n'êtes pas seul en tant que parent. Vous avez effectivement des associations de parents d'élèves, vous avez au sein de l'établissement même les enseignants avec qui vous pouvez discuter. Si vous avez effectivement dans les plus jeunes classes, effectivement nous avons des animateurs périscolaires, mais au niveau du collège et du lycée, vous avez des instances où il y a des possibilités, des associations sur le terrain qui peuvent venir au sein des établissements pour discuter, pour comprendre, parce que un enfant, une jeune fille adolescente, il y a des mouvements, il y a des choses qu'elle vit en elle et tout, et elle n'arrive pas forcément à l'expliquer, à en parler aux parents. Donc, tant qu'elle peut se tourner vers un adulte qui pourrait lui donner peut-être la bonne information, et puis comprendre sa relation avec l'autre également, parce que certains suicides, enfin tentatives en tout cas de suicide qu'on a eu comme remontée, c'est des jeunes filles, comme elles ne pouvaient pas vivre leur amour entre guillemets avec le petit copain qui est dans l'établissement et tout, voilà, on a l'impression que c'est une catastrophe, que la vie s'arrête, et voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que le message en fait que tu voudrais faire passer aux parents, c'est sortir de l'isolement. Tout à fait, c'est sortir de l'isolement, se dire que vous n'êtes pas seul à vivre ce genre de situation, quelle qu'elle soit, que ce soit tentative de suicide, quel que soit le harcèlement, que ce soit une partie sur la partie éducative aussi, sur l'accueil de l'enfant qui est en situation de handicap et que vous n'arrivez pas à voir comment faire coordonner tous les acteurs et toute une formation, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants de parents d'élèves sur les établissements. Nous avons, nous, Fédération de conseils de parents d'élèves, un siège, mais vous avez également d'autres fédérations qui existent sur le territoire. L'important, c'est de vraiment se dire que nous ne sommes pas seuls, que vous n'êtes pas seuls, et pour pouvoir permettre la réussite de l'enfant, mais pas seulement scolaire, parce qu'on a toujours l'impression en tant que parent, on est sur uniquement cet aspect scolaire. Il ne faut pas rester sur l'aspect scolaire. Le développement, l'accompagnement, c'est sur un accompagnement culturel, social, un développement culturel, un développement social. Donc on a parlé de Lumina Sophie. Tout ça apporte la culture. Voilà, exactement. Et tu parlais aussi de la nécessité que les parents soient à l'écoute de leurs enfants. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment aider. Il y a des acteurs. Nous essayons d'accompagner les enfants pour être à l'écoute de leurs enfants, mais il y a des personnes, il y a des acteurs, il y a des structures, il y a des associations qui peuvent répondre, qui permettent aux parents d'être à l'écoute. On est dans un monde aujourd'hui où tout va très vite, où on ne prend pas le temps d'écouter, de partager. Et ça, il est important. Et dès le plus jeune âge, ce n'est pas parce que l'enfant est en maternelle qu'il n'a pas aussi à dire des choses. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas non plus beaucoup de parents qui adhèrent aux associations de parents d'élèves. De moins en moins, c'est partout la question d'adhérer, de faire le geste, d'aller dans un syndicat, d'adhérer à un syndicat, d'adhérer à une association de défense des droits humains, de s'engager. Et il y a très très peu de parents. Et ça aussi, c'est un modèle pour les enfants d'avoir des parents qui s'engagent. Et ça permet aux enfants de sortir de certaines images qu'ils ont.
Et puis on se rend compte que ce sont surtout, est-ce que ça a changé? C'est une majorité de femmes qui sont les représentantes des parents qui viennent. Voilà. De plus en plus, je voulais attirer l'attention aussi, c'est vrai que c'est beaucoup de femmes Surtout qui s'engagent. pour les petits, quoi. Peut-être que plus ça monte, plus... Alors, les dernières élections, contrairement à ce qu'on peut penser, on a eu les élections le 7 et le 8 octobre. L'engagement au niveau des élections, c'était surtout sur le second degré. Le premier degré, bizarrement, les parents s'impliquent moins, s'engagent moins. Au second degré, à partir du second degré, il y a des enjeux. Il y a des enjeux. C'est peut-être voilà, c'est peut-être par rapport à des enjeux, mais il faut se dire que on commence à construire à partir dès l'entrée, du premier. Oui, de la naissance en fait, on commence à construire. Exactement. Et il faut se dire aussi en tant que parent que ce n'est pas parce qu'on s'engage dans une association que l'association va prendre tout notre temps. Chacun donne ce qu'il peut donner, que ce soit une demi-heure, une heure, que ce soit une information, que ce soit un échange, une écoute. Ce qu'il peut donner, il donne. Mais il est important que les parents s'engagent pour permettre aux enfants également de pouvoir le faire plus tard. Bon, ben merci beaucoup de ces témoignages. Et puis, on aura l'occasion de revenir dessus et de travailler un petit peu sur les thèmes que tu as avancés aujourd'hui. Alors, bon, ben, nous allons passer à notre rubrique Droits femmes. Alors aujourd'hui, nous allons parler des conditions des femmes, des services publics et comment tous ces services publics et la responsabilité des pouvoirs publics sur le quotidien des femmes. Pourquoi cette interrogation? Alors en fait, et je vais revenir plus particulièrement sur la lettre de cette dame, sur aussi le temps qu'elle prend en transport. Oui, c'est vrai, la lettre ouverte que nous avons écrite. Voilà. Oui. Parce qu'en fait, tous les autres droits aussi découlent de cette restriction-là. En fait, on est dans une période de très grande restriction budgétaire et particulièrement les services dont les personnes les plus fragiles ont besoin sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et du coup, la vie quotidienne des gens, et particulièrement des femmes, est encore davantage compliquée. Et justement, cette dame, elle faisait remarquer qu'elle était complètement tributaire du transport en commun pour aller et venir, pour toutes ses activités. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point en fait, ça a un poids énorme sur toute la vie quotidienne. En plus, le transport, on l'imagine essentiellement du transport de chez soi vers les centres-villes, enfin en tout cas les centres d'activité. Et on s'aperçoit que ça ne répond pas du tout aux besoins des femmes. Les femmes, elles ont plus besoin de transport. Elles vont de chez elles à la garderie, à l'école, faire les courses, au travail, etc. Et en fait, elles ont besoin de pouvoir prendre des bus en chaîne. Et c'est très compliqué, c'est très mal organisé pour ça. Et ce sont elles justement qui prennent davantage des transports en commun, mais pour plusieurs raisons. C'est que déjà, elles sont, dans la vie professionnelle, fragilisées. C'est elles qui sont souvent les moins bien formées parce qu'elles ont été mal orientées. Enfin, ça c'est aussi l'éducation. On a déjà discuté. Elles ne sont pas mal orientées. Hein, entre guillemets. Entre guillemets. Enfin, elles sont souvent dans des situations de travail précaire, de salaire bas, et elles travaillent particulièrement dans des métiers où, en plus, les horaires, le temps de travail, les lieux de travail, c'est flexible. Et il faut être flexible, comme tout ce qui est nettoyage, service à la personne, la grande distribution, c'est à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bon, jusqu'à un certain point, mais en tout cas dans des lieux de travail différents. Donc sans voiture, comment vous répondez à ce type d'emploi, puisque vous devez à la fois déposer vos enfants à la garderie, à l'école, faire les courses et aller au travail? Et bien en fait, en bus et en taxi collectif, ça n'est pas simple du tout. Donc déjà au niveau de travail, pour simplement évoluer professionnellement et accroître ses revenus, c'est très compliqué. Quant à la vie familiale, imaginez-vous habiter en commune sans voiture. Vos enfants ont des activités périscolaires. Mais ils n'auront pas de façon. Il n'y a pas de moyen de locomotion. Il n'y a pas de moyen de locomotion. Donc en fait, comme chacun a des horaires et des activités différentes, c'est trop compliqué à gérer. Donc impossible non plus de les accompagner. Et du coup, restriction encore. Dans l'épanouissement. Et c'est toujours les mêmes classes sociales qui sont défavorisées. Bien sûr, mais bien sûr. Ce sont elles qui payent les pots cassés. Et déjà, les choix d'activités se sont restreintes, puisqu'il y a de moins en moins d'activités
de services publics, c'est-à-dire avec des petites cotisations. De plus en plus, les activités sont payantes et chères, trop chères. Donc déjà, il y a ça qui pénalise les familles, mais en plus, si vous ne pouvez pas les transporter vos enfants, ou tout au moins les accompagner, eh ben, c'est extrêmement compliqué. Et on ne se rend même pas compte que simplement prendre du temps pour soi, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au coiffeur, enfin simplement se détendre, penser un peu à soi, eh bien, c'est aussi très difficile puisque vous pourrez sortir, parce que la plupart du temps, vous avez un transport qui va vous amener sur le lieu de loisir. Mais si c'est tard le soir, vous n'avez personne pour vous accompagner. Or, vous êtes du coup en situation de dépendance et de demande permanente, ce qui n'est pas franchement agréable, même si dans votre entourage, il y a des personnes qui vont le faire volontiers, mais vous n'avez pas envie de le demander tout le temps. Donc déjà, ça aussi, par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi, la dignité, c'est aussi très, très difficile. Puis alors, quant à la vie citoyenne, n'en parlons même pas, puisque toutes les activités d'engagement, de militantisme, syndical, d'information se font le soir, après le travail, après les obligations familiales. Donc du coup, vous ne pouvez même pas y participer, mais même parfois, simplement se rendre à une réunion de l'école. Si vous êtes en travail précaire, sous contrat, que la réunion se passe à 17h, vous allez devoir demander à votre employeur de vous absenter. Vous n'allez pas le faire, puisque vous allez lui demander de vous absenter. Lui, il va bien comprendre que du coup, puis c'est pas s'absenter à 16h pour une réunion, vous allez devoir prendre l'après-midi, parce que le temps de transport étant trop long. Donc du coup, comme vous n'êtes plus flexible, plus disponible, au prochain rappel pour le prochain contrat, vous ne serez pas prioritaire. Du coup, même vos emplois futurs sont remis en question et les revenus de la famille aussi sont remis en question. Et en fait, du coup, on se rend compte que le fait de ne pas pouvoir circuler librement, eh ben, en fait, ça atteint tous les autres droits. Oui, puis c'est la question de la liberté des personnes, et puis c'est aussi le contrôle des femmes, en fait. C'est ce que j'allais y venir, justement, parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir exercer le droit de circuler, parce que c'est ça au fond, c'est de ne pas pouvoir exercer son droit de circuler. Mais en fait, ça a des incidences sur votre autonomie, sur votre liberté, sur votre vie citoyenne, mais ça permet aussi à des personnes de contrôler vos activités. Entre autres, si vous avez un conjoint qui n'est pas très d'accord à ce que vous dites, bah, du coup, il n'a même plus à dire quoi que ce soit, c'est que c'est tout vu, c'est réglé. Si c'est lui qui a la voiture, parce que c'est lui qui a la voiture, il sera toujours prioritaire. Donc, de toute façon, du coup, vos allées et venues, vos activités sont contrôlées. Et je voulais aussi rajouter qu'à cette violence-là, parce que le fait de ne pas pouvoir exercer le droit d'aller et venir, c'est une violence, puisque ça restreint tous vos autres droits, ça s'ajoute aussi à toutes les violences que l'on subit en fait dans les espaces publics. Parce que déjà, on limite inconsciemment ou consciemment nos déplacements en fin de journée, le soir, etc. Parce qu'il y a les petites, les insultes, même dans la journée d'ailleurs. Oui. Et du coup, ça ne vous rend pas légitime sur l'espace public, mais si en plus vous ne pouvez pas circuler librement, eh ben, en fait vous êtes coincé chez vous. Alors, je voulais aussi ajouter les conséquences sur la santé des femmes. Ces questions de transport, parce que les journées de travail, les journées hors du foyer, quand elles travaillent, sont longues. Tout à fait. Elles sont très très longues, et sur la relation avec les enfants, parce qu'elles arrivent tard. On connaît bien le cas chez nous, dans notre association. Quand on arrive on a attendu le bus, là, j'oublie le numéro, qu'elle attend notre amie, pendant 1 heure de temps, et qu'on arrive chez soi à 18h30, et que les enfants aussi arrivent tard. Puisque ces mêmes enfants prennent ces bus. Donc ça aussi, on arrive fatigué, on arrive épuisé, avec des sacs, et déjà aigri, qu'on le veuille ou non. Du coup, on n'est pas attentif, on ne peut pas être attentif. Et donc les conséquences. Exactement. Et donc, je veux aussi revenir à cette affaire que les classes défavorisées cumulent tous les handicaps. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, ils ne sont pas bien nés déjà, bon, les moyens financiers sont pas énormes. Déjà, les enfants souvent sont en difficulté parce que, bon, ben, on n'a pas pu les accompagner comme il fallait. Et souvent, je ne dis pas que c'est le cas général, mais souvent, ce sont
les choses se passent pas bien et on n'est pas toujours très tolérant vis-à-vis de ces personnes. Il y en a qui vous disent ah, je ne suis pas là pour faire du social. C'est vrai. Mais Dina, bon, enfin, qui est dans l'association des parents d'élèves, on connaît aussi ces difficultés et aussi les difficultés des enfants qui se réveillent depuis 4 heures du matin pour prendre un bus. Ne serait-ce que pour la réussite scolaire, on n'a pas les mêmes chances quand on habite Fort-de-France et qu'on va au lycée à Fort-de-France que quand on habite en commune où on prend d'abord un bus et ensuite un deuxième bus. Ça fait des trajets de 1 heure, 1 heure et demie, le temps de se lever. Même parfois, l'arrêt de bus n'est pas suffisamment proche du domicile. Il faut faire un trajet à pied. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Par rapport à ce transport scolaire, justement, on a eu à rencontrer les instances pour vraiment travailler sur cette partie-là parce que nous avons des enfants qui doivent aller justement sortir de l'établissement, faire un bon bout à pied. Donc le transport scolaire n'est pas tout près. Ils rentrent chez eux très tard, 19h, 20h. Ils doivent se réveiller très tôt le matin. Et ça ne favorise pas justement la réussite scolaire, certainement pas. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et le travail, et effectivement, tu disais tout à l'heure par rapport aux femmes et tout, elles travaillent déjà pendant la journée. Si on n'a pas on doit aller chercher les enfants, ou bien on doit faire les courses si on ne peut pas aller chercher les enfants parce que l'enfant rentre en bus et on doit faire des courses et tout. On arrive à la maison fatigué et on doit pouvoir être à l'écoute, on en parlait tout à l'heure, de l'écoute de l'enfant, l'écoute du conjoint également. Et puis en fait, écoute, ce que je n'ai pas rajouté, sans compter l'aide au travail scolaire. Voilà, travail scolaire. Sans compter que les femmes, elles s'occupent pas seulement de leurs enfants, elles s'occupent souvent des aînés aussi. Oui. Donc elles ont des contraintes supplémentaires, donc des trajets aussi peut-être parfois supplémentaires. Tu parles par rapport aux parents qui sont vieux, âgés. Voilà, c'est ça. Donc du coup, elles ont un nombre de contraintes qui fait qu'elles ne peuvent pas être à l'écoute des enfants, elles ne peuvent pas s'occuper d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas être détendues. Et parfois, ça peut aussi expliquer peut-être les violences parce que envers les enfants, envers les enfants et les enfants envers les autres enfants, en fait, l'agressivité. Donc il y a une tension permanente. On ne dit pas que c'est généralisé, mais toutes ces conditions de travail, ces conditions de vie ne favorisent pas une sérénité, la zen attitude qui est promenée partout. Là, je ne pense pas que ce sera le cas. Donc nous interpellons fortement les pouvoirs publics pour qu'il y ait une nette amélioration sur la question des transports pour ces personnes, pour nous toutes, parce que ça aurait aussi diminué le nombre de voitures, ça c'est une chose. Donc nous comment ? Il faut que ce soit bien organisé. Oui, donc on interpelle les pouvoirs publics dessus parce que c'est vrai que c'est épuisant. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas ces contraintes-là. C'est pour ça que les choses traînent peut-être autant, qui ne prennent pas 2 ou 3 bus, 4 bus dans la journée pour aller travailler. Donc c'est peut-être dû à ça. Donc encore une fois, mesdames, messieurs les élus, aidez-nous à avoir d'autres conditions de transport dans notre pays pour être des citoyens, des citoyennes qui peuvent militer, qui peuvent participer à la vie citoyenne, qui peuvent s'impliquer, qui peuvent s'engager et s'occuper de ce qu'il y a à faire dans nos familles et tout le reste. Tu voulais ajouter quelque chose? C'est-à-dire que l'organisation du transport public est tout à fait une condition tout à fait nécessaire au développement de la démocratie, Absolument. la démocratisation de la vie politique, la démocratisation de la culture. Absolument, que ce ne soit pas réservé à une élite. Oui, absolument. Et en plus, non seulement à une élite, mais aussi à un seul sexe. Aussi. Oui, ça aussi. Pour la participation des femmes à la vie politique et culturelle, comme on dit ça, l'égalité, la parité, etc. Il faut les transports publics. Ok, merci beaucoup. Donc nous allons passer à notre rubrique Oliron Latte. Oui, alors, il y a Dinia qui nous dit, mais Oliron la tête, ça veut dire qui ça? Alors on est en train de lui expliquer, ça veut dire autour du monde. Donc la rubrique internationale. La rubrique internationale, voilà. Ah, c'est du créole académique. Avec Huguette, on a le créole académique. Oui, alors nous allons tout d'abord parler d'Haïti à 2 niveaux. Tout d'abord, nous allons réagir par rapport à ce cyclone meurtrier qu'il y a eu sur Haïti et à toutes ces
ça tout, enfin, les mots m'échappent, enfin, c'est cette catastrophe, ces morts, ces familles qui sont endeuillées, mais aussi ces familles qui sont dans des situations vraiment incroyables, de dénuement, de faim. Et il y a des associations qui se sont mobilisées, et nous avons retenu une particulièrement qui s'appelle ESA, Enfants Soleil d'Haïti, qui est une association qui est gérée, pas gérée, mais enfin dont les membres sont Serge Chalon, qui a été président, donc tout le monde connaît Serge Chalon pour le travail qu'il a fait sur les batailles en République dominicaine, et aussi Fabrice Le Faucheur. Alors cette association a choisi, pour la solidarité avec Haïti, pas de demander des dons de produits alimentaires à la population de la Martinique, mais de donner de l'argent. Alors pourquoi cette association a fait ce choix? Tout d'abord disant que ils achètent des choses en Haïti et en République dominicaine, ce qui fait vendre le commerce sur place. Mais une raison qui nous a particulièrement intéressés à la République dominicaine, et j'ai échangé samedi dernier avec Serge Chalon dessus, il dit que quand on donne, d'abord ils ont rassemblé des associations de femmes qui sont très actives, elles sont très nombreuses dans le sud d'Haïti, enfin dans tout Haïti, particulièrement à Jérémie, mais dans tout le sud, la région qui a été atteinte par le cyclone. Donc ils ont réuni ces associations de femmes et ont demandé aux femmes quels étaient les besoins des familles. Et il me disait que ce qui est incroyable, les gens n'y pensent pas, l'école est à payer. Ouais. Il dit que ces femmes n'avaient pas 5 euros. 5 euros, c'est quelque chose d'énorme, puisque l'école est privée en Haïti, elle est payée. Donc, il remettait à ces femmes une somme pour la famille, et 30 euros, par exemple, ils ont en général donné 30 euros à chaque famille, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça remettait ces familles et ces femmes dans leur dignité, dans la responsabilité de gérer cet argent suite à cette catastrophe comme elle voulait. Et c'est une notion qui nous a vraiment attirés, parce que cet assistanat où on voit les gens avec leurs mains, il me le dit, Serge Chalon, leurs mains tendues, c'est vrai qu'ils ont faim, mais nous avons apprécié, nous avons aimé cette volonté de remettre les familles et de remettre les femmes dans leur dignité, de les respecter, dans la capacité de gérer cet argent. Et alors bien entendu, ils ont aussi acheté des produits, des produits de première nécessité en République dominicaine, mais ça a été donc quelque chose que nous avons particulièrement apprécié. Donc nous allons recevoir certainement, quand il reviendra d'Haïti, une des personnes qui était sur le sol haïtien, qui est encore sur le sol haïtien, pour cette aide-là. Alors nous d'ailleurs, nous demandons aux gens d'être toujours solidaires de cette population d'Haïti qui est encore frappée après un séisme en 2010. Donc cette solidarité est absolument nécessaire, et la Martinique a quand même bien joué le jeu, puisque cette association ESA a pu accompagner ces familles dans cette douleur, quoi, pour leur porter les produits de première nécessité. Je voudrais faire remarquer quand même que c'est pas simplement une question de calamité naturelle, c'est aussi une question d'exploitation de pays qui est soumis à l'exploitation. C'est pas une fatalité non plus, c'est le pays qui est soumis à l'exploitation capitaliste, impérialiste, etc. Parce que il faut voir que par exemple le cyclone est passé aussi à Cuba, mais que les Cubains ont su s'organiser pour évacuer les gens, pour qu'il y a eu effectivement des dégâts, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu. Donc, il y en a eu 2 seulement. Oui, donc dès qu'on parle d'Haïti, on parle de malédiction, on parle de fatalité. S'il y a une malédiction, s'il y a une fatalité, c'est pas divine, c'est celle de. Oui, parce que c'est politique. Oui, parce qu'on se rend compte que la misère qui existe, si le cyclone a eu autant d'emprise, c'est parce que les maisons ne tiennent pas le coup au premier coup de vent. Donc c'est vrai qu'il y a une exploitation depuis des années. On regarde des siècles. Il n'y a pas les arbres on a coupé les arbres pour pouvoir faire du charbon. Et donc quand on regarde, des fois on a Haïti là qui est tout marron, et à côté il y a la République dominicaine bien verte. Donc il y a eu toute une. Et tu as raison de poser le problème dans ces termes-là. Donc voilà, et Haïti
puis aussi, nous avons manifesté notre solidarité avec Haïti par la signature que nous avons signée et que nous avons fait faire signer sur la pétition contre l'intolérance. Alors pourquoi cette pétition? Alors c'est une association qui s'appelle FOCAL, Fondation Connaissance et Liberté, qui a été indexée, qui a été agressée. Il y a eu des représailles en direction des personnes et en direction aussi du bâtiment, tout simplement parce que FOCAL, c'est cette grande maison qui accueille des activités culturelles, a accueilli une association qui s'appelle Courage d'homosexuels qui voulait faire une séance, une déformation. Alors notre ami Danielle Magloire, que vous certainement les téléspectateurs et téléspectatrices ont déjà vu, est membre active, elle nous dit tout simplement dans un communiqué qu'il s'agit en réalité de saper les libertés fondamentales, liberté d'opinion, d'expression, d'association, d'imposer par la terreur une vision unique, de stigmatiser et diaboliser les différences, d'exclure et surtout d'entretenir un amalgame entre homosexualité et pédophilie pour insinuer que tout individu homosexuel serait par nature un prédateur sexuel. Donc, elle continue en disant, face aux propos de certains responsables étatiques s'attaquant aux libertés fondamentales, il importe de rappeler que les droits humains sont indivisibles, inaliénables, imprescriptibles, comme le proclame la Constitution haïtienne, dont la Déclaration universelle des droits humains fait partie intégrante. Débattre est un exercice salutaire pour le vivre ensemble et la démocratie. La violence et le retranchement des individus en mal d'argumentation et qui ne comprennent pas que la préservation des droits et libertés est bénéfique pour la société tout entière. Signé Danielle Magloire, féministe défenseur des droits humains. Donc, nous avons signé cette pétition et beaucoup de Martiniquais ont accepté de la signer et je profite de l'occasion. Nous le disons vraiment, elle remercie, FOCAL remercie toutes ces personnes de la Martinique qui ont signé cette pétition en ligne et FOCAL a pu, grâce à ces milliers de signatures, ouvrir avant-hier. Donc, elle a recommencé ses activités aujourd'hui depuis lundi. Voilà, alors merci encore à toutes ces personnes qui ont accepté, suite à nos envois massifs, de signer cette pétition. Alors après Haïti, nous avons aussi des choses qui se passent toujours Haïti, toujours non, sur la question de l'avortement, c'est la Pologne. Oui, alors oui, c'est ça. Donc oui, Sylvie, tu vas nous en parler. D'accord, si tu veux. Alors l'avortement jusqu'en 1997 était autorisé en Pologne. Et puis il y a eu des élections où les partis conservateurs, je ne sais plus, droit et justice, je crois, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et puis l'Église catholique, qui les soutient, ont déposé un projet de loi pour interdire ce qui restait du droit à l'avortement, c'est-à-dire qu'il restait 3 cas pour lesquels on pouvait pratiquer l'avortement, c'était l'inceste, le viol et la malformation fétale. C'est-à-dire que la mère, là-dedans, elle n'a pas beaucoup d'espace, parce qu'elle, si elle est en mauvaise santé, elle ne peut pas spécialement avorter. Donc du fait de la mobilisation, des Polonaises, massive, ça a été extraordinaire. Massive, des Polonaises d'abord, et puis en Europe, eh bien, le gouvernement a dû faire marche arrière et donc revenir sur ce projet de loi qui interdisait l'avortement sur ces 3 cas, mais il ne reste malheureusement autorisé que pour ces 3 cas. Il n'a toujours pas été rétabli comme il existait avant 1997. Donc on se rend compte qu'il y a un recul dans toute l'Europe sur la question de l'avortement. D'ailleurs, il y a eu l'Espagne avant. Voilà. L'Irlande, il y a eu des débats, des manifestations. Mais en fait, ce qu'on veut dire aussi, c'est que quand la population, le peuple se mobilise, les États reculent. Quand les femmes se mobilisent. Oui, les femmes se mobilisent, mais la population, la mobilisation était vraiment massive, extraordinaire. C'était des flots de gens, des milliers de personnes. C'était impressionnant les photos. C'était impressionnant. Les rues étaient... Et habillées de noir. Tout habillé de noir. La rue est entièrement couverte. Et toute noire. C'était impressionnant. Voilà. Donc, c'est ce qui... Il faut garder ça en tête, que les mobilisations permettent de faire reculer quand on est dans l'injustice. D'ailleurs, le 28 septembre, c'était la journée mondiale pour la dépénalisation de l'avortement. Et c'est l'occasion de faire un point sur la législation dans le monde. Alors, sur la carte du monde,
on a en noir et en gris foncé les pays où l'avortement est illégal. En noir et en gris foncé, sauf pour sauver la vie de la mère. Sauf pour sauver la vie de la mère, alors les pays sont en noir, ou bien en cas de viol, les pays sont en gris foncé. Alors, comme on peut voir, au sein de l'Union européenne, le droit à l'IVG est assez bien respecté. Il y a 85% des États membres qui autorisent l'avortement. Mais dans certains pays, il y a quand même des conditions, en particulier des conditions médicales. Par exemple, en Pologne, comme on vient de voir, en Irlande, où l'avortement est permis seulement en cas de risque réel et substantiel. Il faut déjà mesurer le risque. Qui mesure le risque? C'est les médecins en général, je suppose, mais peut-être qu'il y a un aéropage, je ne sais pas. Et puis, par contre, à Malte, l'avortement est strictement interdit, quelle que soit la situation. C'est-à-dire violer. Ce qui est incroyable, c'est que quand même en Europe, on accepte ces pays-là dans la communauté européenne, alors qu'il y avait il y a un recul par rapport à ça, où il n'y a pas une égalité dans ces pays par rapport aux lois. Et on a l'impression que les autres pays peuvent s'aligner sur ceux où les droits reculent pour les femmes. D'ailleurs, il faut ajouter que dans ces pays-là, en particulier à Malte, en Pologne, les peines encourues peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison pour la femme avortée, pour le médecin qui a pratiqué l'IVG. 3 ans de prison. Alors, ce qui fait, c'est que les femmes font des avortements clandestins au prix de leur santé. Au prix de leur santé. Au risque de leur vie. Sylvie, tu nous parles de... Alors, par contre, sur la Caraïbe, la situation est très contrastée, dispersée. En fait, très dispersée. Alors, il y a la Martinique et la Guadeloupe, Barbade, les Grenadines, Saint-Vincent, et puis Cuba, où l'avortement est complètement légal, organisé dans des services spécialisés, etc. Et en revanche, ce qui est interdit, c'est d'imposer l'avortement, c'est-à-dire que c'est aux femmes de choisir, et elles seules de choisir si elles veulent ou pas avorter. Mais ça va être pratiqué dans des conditions sanitaires, de santé, tout à fait convenables. En revanche, il y a les Bahamas, la Jamaïque, Trinidad et Tobago, Sainte-Lucie aussi. L'avortement est interdit, sauf pour des raisons médicales plus ou moins restrictives, entre autres la santé mentale de la mère et les menaces sur la vie de la mère. Donc c'est vraiment très restrictif quand même. Et puis, il y a des pays où c'est carrément complètement interdit, comme la République dominicaine, Antigua et Haïti. En revanche, il y a une très 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 grande hypocrisie parce qu'en réalité, tout le monde sait que les avortements sont pratiqués dans des conditions désastreuses, mettant en danger les femmes et ou bien il y a l'élite qui va se faire avorter. Mais ça, c'est partout. Qui peut partir et qui aller avorter. Ou bien même dans des cliniques privées. Voilà, tout à fait. Exactement. Toujours l'argent qui fait la différence. Mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, dans la population moyenne ou pauvre, et en fait, l'accès à l'avortement et donc aux soins, à la santé, etc. D'ailleurs, est mis à mal. Il y a eu une mobilisation en Haïti. Oui, l'association Solidarité des femmes haïtiennes, la SOFA, a organisé une conférence débat le 27 septembre en partenariat avec Médecins du Monde France et le collectif du droit à la santé sexuelle et reproductive. Alors cette conférence s'est faite à l'occasion de la journée mondiale de dépénalisation de l'avortement qui avait lieu le 28. Et le thème de cette conférence était « Quitter femme mieux décider, c'est respecter droits. Laisser les femmes décider, c'est respecter leurs droits ». Alors, cette conférence a été l'occasion de discuter des droits sexuels et reproductifs des femmes, de la prévention de l'avortement à risque et des dispositifs à mettre en place pour les soins après l'avortement. Par ailleurs, on sait qu'à Haïti, on a pris une décision, la décision a été prise de réformer le code pénal haïtien qui date de 1835, c'est-à-dire presque deux siècles.
la responsable de la SOFA, qui s'appelle Carole Pierre-Paul Jacob, qui souhaite la dépénalisation totale de l'avortement. Donc, elle est satisfaite de cette décision de réformer le code pénal, mais elle exige que ce projet de réforme soit réellement inscrit dans le programme du Parlement. Que ce ne soit pas une parole en l'air. Oui, parce que ce qui est important, bon, si nous insistons autant sur la question de l'avortement, parce que c'est en fait la liberté des femmes qui est remise en question. En 70, les femmes disaient en Europe, en France particulièrement, un enfant, si je veux, quand je veux. Et là aussi, c'est encore, dans tous ces pays, contrôle des femmes, une manque de liberté des femmes pour savoir comment elles organisent leur vie. Si j'ai envie d'un enfant, si je n'en ai pas envie, si j'ai les moyens, de l'élever. Et alors, bien entendu, surtout quand on sait que la contraception n'est pas toujours très bien organisée partout, tu voulais dire... C'est vrai que ça m'interpelle quand même, parce que je vois qu'il y a quand même, on parle d'avortement, mais derrière, justement, il y a quand même une contraception qui doit permettre justement de ne pas arriver à ce stade-là quand même. Alors, je me pose des questions sur ça. Moi, je pense que si la sexualité était quelque chose de simple, on résoudrait assez facilement cette question-là. Oui. D'abord, c'est pas simple. Ouais. La deuxième chose, c'est que cette contraception, elle repose essentiellement sur les femmes. Et c'est... J'en avais fait un carbet sur la contraception, et prendre une pilule tous les jours, c'est compliqué, on peut oublier. Et ces messieurs ne peuvent pas penser, eux, à prendre un contraceptif. Voilà, et puis donc, non, c'est pas simple, et puis surtout... Donc, nous, non, on peut. Huguette, tu vas ajouter pour la prochaine fois. Voilà. Alors, donc, nous avons encore plein de sujets que nous voulions, dont nous voulions parler dans ce truc au Lion de Latin. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais nous avons surtout, là, aujourd'hui, annoncé les prochaines grandes dates de la mobilisation des femmes. Bientôt, au mois de novembre, c'est la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes, pour l'élimination des violences faites aux femmes. Le 27 novembre, cette journée à laquelle nous demandons à tout le monde de participer, parce que nous savons que les violences faites aux femmes, elles ne sont pas seulement physiques, elles sont psychologiques, elles sont morales, et elles n'arrêtent pas d'augmenter, et elles sont dans les couples de plus en plus jeunes. Donc nous demandons, nous insistons pour que les gens participent à ces mobilisations. Et puis il y a aussi la journée du 10 décembre, qui est la journée de la défense des droits humains. Nous avons bien vu, là encore, comment les droits humains sur la question des migrants, des homosexuels, des droits quotidiens, par exemple, même la question du transport, c'est le non-respect des droits humains chez les personnes porteuses d'handicap. Donc, cette journée doit être une journée forte aussi pour tout le monde. Et d'ailleurs, nous invitons les personnes à nous rejoindre le mercredi 26, à une réunion que nous faisons le 26 novembre pour organiser tout ça à notre local, au 116 de la rue Lamartine. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec nous, Digna. Merci Huguette, merci Sylvie. Et à très bientôt. Merci Georges.